Alors vous savez que chez Melsion, les nouveaux modes de financement, c'est quelque chose qui est important parce qu'à partir de 2001, quand on s'est aperçu que tous les gens pour qui on avait levé des fonds depuis 1996 étaient un peu tous en conflit avec leurs investisseurs, on a fait comme tout bon médecin qui voit ses clients mourir après leur avoir donné un médicament, on a arrêté de le prescrire. Mais là, ça nous a posé un vrai problème, c'est que parfois, on a besoin de financement pour ces projets. Et puis Sarasvati n'était pas encore connu, et en tout cas pas par nous. Donc on n'avait pas encore tous les concepts de l'effectuation. D'ailleurs, pour certains d'entre eux, on les avait développés en parallèle de son travail, par un travail empirique. Mais à partir de 2001, la question qui s'est posée, c'est merci Patrick, Jean-Christophe, Tristan, Joe. J'ai bien compris, il ne faut pas lever d'argent auprès d'un investisseur en capital qui veut du 25 à 40% de rendement. Je vous le dis aussi, il ne faut pas emprunter à titre personnel à 30%. Hein. Et la raison, c'est que, on le sait tous, il ne faut pas le faire, c'est même interdit par le taux de l'usure. C'est que quand on emprunte à 30%, on a deux Ukrainiens ou peu importe voyous qui viennent vous péter les genoux au bout de quelques semaines parce que vous ne pouvez pas rembourser. Donc quand vous faites virer de votre propre boîte par un investisseur, c'est aussi parce qu'en fait, il veut le rendement et le rendement de vos actions. Et c'est plutôt sa peau que la vôtre. Voilà. Bon. Mais tout ça reste quelque chose qui n'est pas toujours le cas. Tout ça reste quelque chose qui est à mesurer et à peser différemment en fonction de là où on en est, de qui on est, etc. Cependant, à partir de 2001, il nous a fallu trouver des solutions alternatives pour que nos clients financent leurs entreprises. Alors, il se trouve qu'un certain nombre d'entre nous sont nés avant le changement de millénaire et que pour ceux d'entre nous qui étaient là il y a quelques années, dont moi, je me suis souvenu qu'il existait des financements obligataires pour les petites et moyennes entreprises jusqu'à la fin des années 70. Alors, ça paraît loin, hein, mais enfin, la fin des années 70, attendez, je regarde, il y a au moins la moitié de l'assistance qui était déjà, hein, d'accord bon. Ça s'appelait les groupements obligataires. Et donc, les entreprises se réunissaient de façon sectorielle, dans toutes les entreprises du textile, sous l'égide de la Fédération française du textile, et faisaient chaque année une émission, le Géo Textile 1972. Donc, ils récupéraient 50 millions de francs, qui se partageaient entre tous les gens du groupement. Et puis l'année d'après, le Géo Textile, 1973, 1974, 1975, etc. Et puis ça marchait dans la mécanique, ça marchait dans l'agroalimentaire, etc., dans le BTP. Et tout allait bien. Et puis ça a fini par se cracher en chaleur, en lumière, dans les grandes crises systémiques des années 80. Tout le textile a fait défaut en même temps, toute la mécanique a fait défaut en même temps, tout le BTP a fait défaut en même temps. Et le seul groupement obligataire qui existe encore, c'est celui qui s'occupe des industries agroalimentaires et du commerce. Pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y a pas eu de grande crise de l'industrie agroalimentaire et du commerce. C'est le survivant du système. À partir de 2007-2008, ça m'a énervé beaucoup que ça n'existe plus. Et j'ai donc commencé à en reparler, à Bercy, à l'AMF, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore l'AMF, à tous les banquiers que je croisais. J'ai un souvenir ému d'avoir un entretien avec le président de la Fédération bancaire française, à l'époque président de BNP Paribas, dans un petit cocktail, je le coince dans un coin à façon d'entrepreneur. Je dis financement obligataire des entreprises moyennes, il faut faire quelque chose. Et il s'approche comme ça de mon visage, il me dit, il va me faire une confidence, et il me dit ça ne se fera pas. Bon. Petit moment de solitude, hein. Bon. Et puis finalement, comme le disait Philippe Silberzan tout à l'heure, ce qui ne se fera pas finit par être le bon moment où ça décolle. En 2008, les banques font toutes faillite et sont sauvées par les États, se retirent du crédit aux entreprises, on le sait tous, suite aux évolutions de Bâle III, et le playing field évolue. Aujourd'hui, autour de moi, trois entrepreneurs exceptionnels qui ont décidé d'aller changer les règles du jeu pour le financement de l'entreprise moyenne. S'ils sont là, c'est parce qu'ils font du financement non dilutif. S'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils sont en train de co-construire ce nouveau segment de financement avec leurs clients et avec leurs investisseurs. Eux aussi ont leurs contraintes. Eux aussi ont besoin
de gagner leur vie. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir David Aubin, Patrick Andouche et Frédéric Honorat. Je vous demande de les applaudir. David, si tu veux bien, peux-tu me dire en quelques minutes ce qu'est ton entreprise et ce qu'elle fait? Alors bonjour à tous, David Aubin, je suis l'un des associés fondateurs de Club Funding. Club Funding, c'est une société qui a été créée il y a 1 an et qui est conseiller en investissement participatif, un statut qui a été créé par l'ordonnance puis les règlements de 2014, donc un statut relativement récent qui en fait permet de mettre en relation des entrepreneurs, des entreprises qui ont des besoins de financement avec des investisseurs dans le but de faire émettre des obligations par les entreprises. Alors Patrick ouvrait la session ce matin en disant qu'elle serait placée sous le signe de la surprise. Alors moi j'en ai eu une belle hier et très désagréable parce qu'en fait donc l'entreprise date d'il y a 1 an et ça fait 1 an que je me disais voilà, j'ai participé à la création d'une entreprise de finances participatives. C'est très innovant, c'est complètement nouveau, c'est dans le vent, etc., etc. Et hier matin, patatras, j'ai lu une petite histoire qui était une histoire que vous connaissez en tout cas tous partiellement. En 1885, quand la Statue de la Liberté a été construite, elle a été construite, acheminée, et puis l'établissement a commencé grâce aux dons de pas mal de mécènes. Et puis tout d'un coup, il n'y avait plus assez d'argent. Et donc, il y avait des morceaux de la Statue de la Liberté qui étaient sur le sable. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Pulitzer, qui était un petit patron de presse, qui a eu une idée. Il s'est dit, bon, bah, puisque tous les mécènes ont donné de l'argent, on va collecter auprès de la foule un petit peu d'argent, on va ouvrir une caisse. Et on va collecter ce qu'il faut pour monter la Statue de la Liberté. Donc, je m'aperçois hier matin avec effroi que le financement participatif, ça date d'il y a 130 ans et que malheureusement, on n'est pas du tout innovant. Alors, plus sérieusement, quelle est l'offre de Club Funding? Je ne sais pas si c'est suffisamment grand pour être lisible, mais Club Funding propose à des entreprises d'émettre des obligations pour des montants entre 25 000 et 300 000 euros. Ces financements ont une durée qui est comprise entre 2 ans et 6 ans. Alors soit 2-3 ans sur du format in fine, c'est-à-dire qu'en fait l'entreprise emprunte aujourd'hui par hypothèse 100 000 euros. Elle va rembourser ces 100 000 euros dans 2 ans ou 3 ans et elle va payer un coupon mensuel pendant toute la durée. Soit la durée est supérieure à 3 ans, auquel cas le crédit sera amortissable par annuité. C'est-à-dire que chaque année, l'entreprise, si elle a emprunté 100 000 euros sur 4 ans, chaque année, elle va rembourser 25 000 euros de capital et payer à nouveau un coupon sur le solde de son obligation. Le taux de financement, il est décidé par l'entreprise. Alors, pas toute seule. Il faut quand même qu'on puisse confirmer à l'entreprise qu'au taux de financement qu'elle a décidé, on va être capable de générer des intérêts d'investisseurs. Donc, ce taux, il est compris entre 7 et 12,5%. Donc, vous voyez toujours tout de suite un élément caractéristique. C'est des financements qui, par rapport au financement bancaire, sont chers, très chers, on peut le dire. Donc qui sont plutôt dans notre perception une alternative à l'equity dilutif. Patrick le disait tout à l'heure, nos obligations sont des obligations sèches, c'est de la dette pure, pas dilutive. Et sont des financements d'exception au sens où voilà, sur le long terme, une entreprise va pas se financer à entre 7 et 12,5%. Ça correspond plus à, par exemple, une entreprise qui ne va pas avoir 3 bilans et donc qui va pas pouvoir se financer auprès d'une banque. Ça correspond à un repreneur qui va pas trouver le financement bancaire qu'il lui faut alors qu'il va racheter un fonds de commerce qui permet largement d'assurer le service de la dette. Donc toute une série de situations qui sont mal couvertes aujourd'hui par le financement bancaire et que nous allons pouvoir couvrir. Alors les avantages, rapidité et simplicité. Chez nous, l'instruction d'un dossier, une fois qu'il est complet, c'est 10 jours. Donc au bout de 10 jours, on dit à l'entreprise, c'est bon, on peut mettre en ligne. Une fois qu'on dit que c'est bon, on peut mettre en ligne, il faut 3-4 jours pour que le projet soit en ligne. La levée de fonds, c'est entre 3 et 6 semaines. Donc vous voyez, ça va quand même relativement vite.
Une commission au succès de 5% en tout et pour tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est le jour où votre levée de fonds est réussie, on prélève 5% et on vous livre les 95% qui restent. Une possibilité pour des SA ou SAS de moins de 3 ans d'avoir accès au financement. Alors, point particulier, une SARL ne peut pas émettre d'obligation à moins qu'elle ait franchi les seuils qui l'obligent à être soumise au commissariat aux comptes. Donc, ça restreint quand même un petit peu le champ. Pas de garantie demandée. On vous laisse ce que vous avez à remettre en garantie pour les banques, qui ne se priveront pas de vous les demander. Un remboursement anticipé sans frais sur simple demande, ça aussi c'est une flexibilité importante. Et puis un processus très sécurisé, notamment on passe tous les flux de cash passent par la BRED. Il n'y a pas un euro qui transite par chez Club Funding. Ceci pour sécuriser aussi bien l'investisseur que l'entrepreneur. Donc je vous le disais, on a été créé il y a 1 an, on a eu notre agrément AMF au mois de mars, le Go Live c'était avril, et depuis on a fait 7 émissions obligataires sur des entreprises très diversifiées, un promoteur immobilier, un cabinet d'expertise industrielle, une société de gestion, un champion des effets spéciaux cinéma et publicité, une société de sécurité tertiaire, télésurveillance d'entreprise, etc. Un vignoble du Languedoc. Et puis enfin, une opération de promotion à Marseille. Voilà, donc en fait, on a financé 1,2 million en un petit peu plus de 2 mois. C'était avant l'été. Donc là, on a jugé prudent, comme on était récent, de ne pas lancer d'obligations en plein mois d'août. Même si certains de nos concurrents le font. Et donc, on va, dans les toutes prochaines semaines, se remettre à nouveau à émettre des obligations. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Pour la présentation de base, oui. Est-ce que tu dois avouer à un moment ou à un autre que tu es un ancien banquier ou pas ? Alors, en fait, j'ai non seulement été d'abord, j'ai joué au fiscaliste dans les cabinets d'avocats, puis j'ai été banquier, donc c'est vrai que j'avais 2 péchés à expier, donc voilà, il me reste encore une vingtaine d'années pour le faire. Sur le chemin de la rédemption. Voilà, j'espère. Merci David. Patrick, un peu le même métier que David chez Investbook, mais avec un certain nombre de différences. Et vous êtes tous les deux finalement parmi ceux qui défriche ce nouveau segment du crowdfunding obligataire. Oui, complètement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au niveau d'Investbook, globalement, le fonctionnement d'Investbook est le même que Club Funding, donc je ne vais pas vous refaire l'article. On a à peu près le même principe de fonctionnement, donc on fait des émissions obligations sèches. En termes d'enjeu, je dirais, on a exactement le même enjeu que Club Funding, c'est-à-dire que notre enjeu, c'est pas de faire la guerre à Club Funding. Notre enjeu, c'est effectivement de faire émerger un nouveau marché, donc qui a toutes les qualités pour correspondre à une problématique de financement des entrepreneurs que je connais bien puisque j'ai été entrepreneur pendant 22 ans. 2 minutes donc de pédagogie sur le crowdfunding parce que aujourd'hui c'est un mot qui est assez galvaudé en 3 phases. Donc première phase du crowdfunding en gros donc dans les années 2004 donc les plateformes de dons type Ulule, Kickstarter, etc. Deuxième phase 2008 donc les plateformes d'equity. Exemple WeSeed, Anaxago, et troisième phase dans laquelle on est maintenant, donc 2014, avec les plateformes donc de dette obligataires, donc Club Funding et Investbook, et puis également les plateformes de prêt que vous connaissez comme FinSquare, Uniland, etc. Donc ça, je pense que ça c'est important. Au niveau donc c'est l'autre sens. Voilà. Au niveau d'Investbook, donc je vous ai dit même principe de financement, donc avec d'un côté donc des émetteurs, les entrepreneurs, et d'un autre côté donc des investisseurs. Nos critères de sélection, ils sont globalement, je pense, assez voisins de ceux de Club Funding. Ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, l'aspect humain est quelque chose de très important. On n'est clairement pas une usine à faire des dossiers. On va peut-être faire une vingtaine de dossiers par an. Et pour nous,
c'est très important. Donc la cohérence et l'adéquation de l'activité, de la stratégie, de la politique de gestion. Et par exemple, systématiquement, on rencontre les entrepreneurs parce que clairement, c'est quand même lui qui est à la tête de son entreprise. Et pour nous, c'est un élément extrêmement important, notamment aussi en termes de remboursement, etc. Au niveau donc des avantages, rapidement, effectivement, il n'y a aucune dilution de capital. Ça, je pense que c'est important. Hein. C'est une dette. Ce sont des quasi-fonds propres, donc offrant une grande liberté. Vous maîtrisez donc les conditions. Hein. David l'a dit tout à l'heure. Et puis également, ça permet une diversification de financement. Chez Invesbook, on n'est clairement pas, on passe pas notre journée à faire du banquier bashing. Je veux dire, les banquiers, ils existeront demain. S'ils se prennent un petit coup de pied au derrière actuellement, ça va leur faire du bien. Mais je pense que de plus en plus, il y aura du cofinancement entre banquiers et des plateformes de crowdfunding comme les nôtres. Voilà, je vous ai mis donc nos coordonnées à la fin et merci donc à Melchion de nous accueillir. Bon, tu es ici chez toi, hein. Tu sais, d'abord le public est conquis déjà et ensuite, on vous donnera toute l'aide qu'on peut pour voir ce segment émerger. Alors Frédéric Honora, Frédéric, toi, tu es parti d'une autre idée. Tu as dit, j'aime pas trop ce que mon banquier fait, je vais faire banquier moi aussi. Mais comme c'est interdit par la loi, tu voulais pas aller tout de suite en prison. C'est ça. Tu t'es dit, et si je réinterprétais cette ordonnance sur le crowdfunding et que sans rien dire à personne, alors désolé, ça tu passes à la télé en direct, c'est foutu, sans rien dire à personne, je faisais une banque pour les entrepreneurs. Oui, c'est ça. C'est pas mal, non? Hein, c'est pas tous les matins qu'on arrive et qu'on croise quelqu'un qui crée une banque. Je veux dire, j'ai croisé plus de... Non, je vais rien dire, je vais me fâcher avec la moitié de l'assistance. Allez, vas-y. Merci pour cette invitation, merci à Melchion et merci à toi. Oui, dans l'idée, comme vous pouvez le voir, je suis dépendant depuis à peu près 15 jours et j'en ai encore pour à peu près la même durée. Personne n'aime être dépendant de quelque chose. Et surtout, en général, vous et nous, on a décidé de devenir entrepreneurs parce que justement, on voulait, majoritairement, en tout cas pour la majorité d'entre nous, on voulait être indépendants, pouvoir prendre nos propres décisions, etc., qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans mon parcours d'entrepreneur d'une vingtaine d'années, je me suis vite aperçu que le banquier ou l'investisseur devenait bien souvent entre guillemets mon patron, ou en tout cas que mes décisions étaient bloquées par le monde de la finance de façon générale. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le monde de la finance, alors qu'il devrait être au service de l'entreprise, on se rend compte que c'est souvent le contraire. C'est l'entreprise qui est au service du monde de la finance. Dans ce désir d'indépendance, vraiment, j'ai voulu créer une société. Alors, j'ai rien réinventé, mais j'ai utilisé le cadre juridique du crowdfunding. J'ai voulu créer une entreprise qui remette l'argent au service de l'entreprise. Alors, je vais essayer avec mon doigt valide de changer ça marche, voilà. Une banque un peu particulière, une banque créée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Je propose, donc c'est une société de services financiers que je crée en fait. Je propose aux réseaux, aux communautés, alors ça peut être des fédérations, ça peut être des franchises, ça peut être des clubs d'entrepreneurs. Je les aide à créer leur propre système de financement et je les aide à créer et à gérer bien sûr et à animer leur communauté. Je vais passer rapidement sur un slide un peu lourd, mais bon, le principe il est très très simple. Vous avez à votre gauche les entrepreneurs. Ces entrepreneurs investissent. Dans une communauté financière, il n'y a pas d'entreprise à créer, c'est ça qui est intéressant. Merci les nouvelles technologies. Donc, grâce à une plateforme web mobile, ils investissent. Et derrière, ils octroient des prêts. Alors, ça peut être aussi de l'equity, de l'investissement en capital, mais enfin, c'est quand même majoritairement des prêts. Donc, pas de dilution de capital. Et ils le prêtent aux entreprises qui appartiennent au même cercle. Voilà. Et dans le cercle des investisseurs, ils peuvent y faire rentrer, s'ils le souhaitent, des amis, etc. Voilà. C'est un fonctionnement très très simple. Alors beaucoup vont me dire, oui, nous on est aveyronnais ou on est chinois et on connaît très bien ce principe-là, c'est le principe de la tontine. Et en effet,
On n'a rien inventé, c'est le principe de la tontine, sauf que la tontine, c'est un système qui n'est pas officiel. Celui-ci est agréé par l'AMF. Donc, en gros, l'intérêt, c'est que vous êtes le propre patron de cette banque. Vous choisissez les projets que vous financez, vous choisissez les conditions. Est-ce qu'on y met des garanties, quel taux, etc. Donc, c'est une politique globale qui est vue voilà, avec une équipe de gouvernance ou avec un système de vote à la majorité. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment très, très simple. Ça sert vraiment de financement souvent complémentaire au financement, par exemple, aux plateformes classiques. Ça peut servir de caution, ça peut servir de première phase d'amorçage. Voilà. C'est intéressant aussi pour les banquiers traditionnels qui voient là, bien sûr, une dilution du risque, ou pour les investisseurs traditionnels. Juste Bancapar, ce que fait Bancapar, on fournit la plateforme bancaire, on gère les services bancaires, donc je vous l'ai dit, c'est-à-dire on porte les agréments bancaires. Vous communauté, vous n'avez pas à faire toutes les démarches, AMF, etc. On analyse, on gère les dossiers de crédit, mais en fonction de vos critères. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout à coup, c'est plus un banquier qui ne connaît rien à votre domaine qui va analyser votre dossier en disant oui, je prends ou je ne prends pas, parce que lui, il a sa logique, ses objectifs, etc. Là, c'est vous, c'est votre communauté d'entrepreneurs qui va décider de quels dossiers sont acceptés. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est que vraiment, ça permet d'avoir une vision entrepreneuriale sur les dossiers. Donc, un jeune, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui veut partir à la retraite, qui a trouvé le jeune, mais le jeune, comme il est jeune, les banquiers traditionnels ne veulent pas lui prêter. Bon, ben là, on est sur un aéropage d'entrepreneurs qui vont dire, mais oui, nous aussi, on a été jeunes, le gars, on l'a validé, le business, il est validé, donc nous, on va le financer. Vous voyez, donc ça permet de combler des trous dans la raquette du financement, un peu comme vous le faites. Ça permet d'aller là où le financement classique ne va pas. Puis ça permet surtout de reprendre la main sur son argent. Est-ce que ça marche? Alors, ça existe depuis des décennies. Ça existe, les brasseurs font ça, McDonald's a son propre système pour ses franchisés, Intersport a créé un système en 1974, donc là aussi on n'en réinvente pas le fil à couper l'eau chaude, comme dit un ami à moi. Une blague toulousaine, vous l'entendez peut-être à mon accent. Les mousquetaires ont fait ça, mais à l'époque, pour pouvoir créer ça, il fallait s'appeler McDonald's ou Leclerc, etc. Parce que les agréments bancaires étaient extrêmement lourds, il fallait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, depuis donc octobre 2014, grâce au financement participatif, grâce aux nouvelles lois sur le financement participatif, toutes ces contraintes sont allégées, donc on peut faire les choses de façon très simple, et puis grâce aux nouvelles techno, évidemment, on peut gérer l'ensemble en ligne de façon très simple. Alors, c'est pas un agrément CIP, c'est un agrément presque pareil, IFP, c'est pour faire du crédit. Le CIP aussi, parce qu'on peut faire de l'equity, mais bon, voilà. On ouvre officiellement, enfin ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. On est basé à Toulouse, mais bien entendu, on opère dans la France entière. On ouvre officiellement le 28 septembre, qui se trouve étonnamment être le jour de mon anniversaire également. Quel hasard, hein? Quel hasard. Donc on ouvre officiellement avec un premier réseau de commerçants, 1700 commerçants. On ouvre avec eux pour créer leur propre système. Eux ont du mal à se faire financer. Voilà. On peut dire de qui il s'agit? Ou pas encore? Pas encore, mais bon, en gros, c'est une grosse communauté de commerçants qui vendent du tabac et de la presse. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, merci. Alors, on a fait une pause un peu plus longue que prévu tout à l'heure, donc on va accélérer pour la partie finale de la table ronde, et puis après, vous les aurez, ils restent pour la journée, vous pourrez leur mettre la main dessus tout à l'heure. Je vais vous poser à tous les trois la même question. David, quels sont les clients que tu recherches du côté des entreprises qui veulent se financer comme du côté des investisseurs qui veulent souscrire à ces obligations? Alors, c'est très simple. Club Funding recherche, on ne cherche pas des champions olympiques, ni des champions nationaux, ni des champions régionaux. Les champions dans cette salle, ça nous suffit largement. Plus sérieusement, le modèle de Club Funding, c'est un modèle totalement diversifié. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, on recherche tout type d'industrie, tout type de région. On n'a pas de secteur de prédilection. La seule chose qu'on ne sait pas faire, c'est financer en obligataire des startups. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse, et on est quand même très challengé par nos investisseurs là-dessus, il faut qu'on puisse démontrer aux investisseurs que l'entreprise, elle a, à T0, la capacité à servir sa dette. Servir sa dette, ça veut dire payer les intérêts,
dès le mois prochain. Et si vous empruntez aujourd'hui, 25 août, sur Club Funding, le premier coupon que vous payez, c'est le 7 septembre. Donc c'est demain. Une start-up, alors elle peut le faire en puisant sur ses fonds propres, mais enfin, c'est pas génial. Donc ce qu'on va chercher, c'est les entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires et une génération de cash flow qui leur permet de servir ses intérêts. Voilà, c'est les seuls critères. Et côté investisseur? Côté investisseur, ce qu'on recherche comme investisseur. Alors, côté investisseur, on a aujourd'hui essentiellement des investisseurs privés qui doivent être qui sont des investisseurs qui doivent remplir un test MiFID assez complet. Donc ça, c'est la réglementation en fait qui vise à protéger les investisseurs. En pratique, il faut pour être investisseur chez Club Funding, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une obligation. Il faut bien comprendre les risques. Il faut comprendre que même si une obligation doit être remboursée, on peut quand même perdre son capital. Voilà, mais tout le monde est bienvenu. Si je suis une entreprise avec un peu de trésorerie, je peux te confier 10% de ma trésorerie? Absolument. Et donc je la bloque pendant 3 ans ou 6 ans au fur et à mesure que j'investis, mais... Voilà, en tout cas, tu la bloques pendant une maturité qui est connue par toi, puisque si tu investis sur des obligations à 2 ou 3 ans, tu sais que ça ne sera pas plus long. Et donc je pourrais placer un peu ma trésorerie un peu mieux qu'en monétaire? Voilà, ce qui a déjà été fait, en fait, on a déjà des entreprises, alors des petites institutionnelles ou une petite foncière et un petit institutionnel qui ont commencé à nous tester avec des tout petits tickets, mais avec comme perspective de mettre des tailles un petit peu plus importantes. Merci. Patrick, même question. Quel genre d'entreprise tu voudrais voir se presser autour de toi dans les mois qui viennent? Et quel genre d'investisseur? Côté entrepreneur, on découvre notre métier. Donc, moi, je confirme globalement ce qu'a dit David, c'est-à-dire que on ne travaille pas avec des startups. En fait, nos investisseurs, ce sont des gens qui regardent plutôt le passé que l'avenir au niveau des chiffres, hein, j'entends. Donc, ils ont besoin d'avoir des métriques, etc. J'ai rien contre les startups, hein, mais c'est pas une phase qui est adaptée dans notre cas. Donc, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que on travaille en fait avec des entreprises donc, qui ont une certaine maturité. Donc ça peut tout à fait être des startups matures. Après, on finance. Donc elles nous contactent souvent parce que elles souhaitent financer des choses que globalement les banques ne financent pas. Je parle là de fonds de roulement, de stock, de recrutement, etc. Et donc ce qui nous intéresse avant tout, là on est vraiment au début de l'aventure, c'est d'avoir donc un dialogue avec les entrepreneurs. Et bon, je pense que le plus simple, hein, c'est de démarrer aujourd'hui. Donc là, moi je suis là, vous venez me voir et puis on discute. Moi j'adore les aventures entrepreneuriales et donc comme ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses. À terme, je pense qu'effectivement, on va avoir beaucoup en fait d'entreprises à caractère familial qui effectivement, donc la motivation de la non-dilution est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, réponse dans quelques temps pour affiner la cible. Côté investisseur, on a une chance qui est intéressante, c'est que contrairement aux plateformes de prêt, au niveau des plateformes donc obligataires, peuvent investir à la fois des personnes physiques et des personnes morales. Donc ça, c'est un avantage. Donc ça veut dire que les holdings patrimoniaux peuvent investir, les entreprises peuvent investir effectivement de la trésorerie, par exemple. Et le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de maximum d'investissement individuel. Là où les plateformes de prêt donc, sont topées à 1 000 € par dossier, nous, on peut monter jusqu'à 1 million. Personnellement, moi, je crois, si vous voulez, je ne sais pas si on va poser la question tout à l'heure après ou pas, mais je pense que dans notre modèle respectif, ce qui va être le plus important dans les années qui viennent, ça va être notre capacité à sourcer les bons dossiers. Moi, je pense que c'est surtout ça qui va être la question la plus importante, beaucoup plus en fait que la capacité à trouver du cash. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cash disponible. Merci Patrick. Alors Frédéric, moi je ne vais pas te poser la même question parce que tu nous as expliqué ce que tu cherchais. Tu cherchais des communautés, tu cherchais des gens qui ont des destins communs, des gens qui ont envie de faire la courte échelle, oui, quelque part. Moi j'ai une question pour la salle. Est-ce que ceux qui auraient envie qu'on crée une banque Melsion entre vous pourraient lever la main, s'il vous plaît?
C'est tout? C'est Bah, déjà, levez une belle plus de mains. majorité, là. Ah, quand même. En fait, pour tout vous dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que l'écosystème Melsion, à un moment, ne se mettrait pas à investir sa trésorerie excédentaire de long terme au service des autres entrepreneurs? Pourquoi est-ce que vous, qui vous connaissez ou qui apprenez à vous connaître lors de nos nombreux événements, ne pourriez pas être en mesure de juger et de voter les uns les autres sur les projets des uns et des autres? Qu'en dis-tu? Évidemment, évidemment, ça serait un plaisir. On est vraiment dans cette démarche-là, club d'entrepreneurs, où voilà, on est vraiment là-dedans. Oui, et en effet, c'est très intéressant de pouvoir aider à la croissance de chacun, puisque vous vous connaissez. C'est vraiment le principe. Merci.